Bonsoir à tous et merci d'être avec nous toutes les deux ce soir. C'est un véritable honneur de vous avoir une veille de remise de prix Goncourt. On est donc en présence d'Emmanuelle Colas qui est donc l'éditrice de la maison Emmanuelle Colas et avec Amal Amadou Djaili donc, qui a écrit Les Impatientes, un merveilleux roman qu'on va aussi présenter ce soir. On va commencer avec vous Emmanuelle pour présenter cette maison. Vous avez un passé très éclectique. Vous êtes historienne de l'Antiquité, vous avez été éditrice et à la tête de la maison d'édition Galahad, et ensuite à la tête d'Emmanuelle Colas. Peut-être faire une petite présentation de cette maison qu'on aimerait bien connaître davantage. Bonjour, merci de m'avoir invité ce soir et merci de nous rejoindre. On est dimanche soir, c'est pas toujours facile. Euh, alors en fait, tout ça s'inscrit dans une continuité, donc il n'y a pas d'éclectisme en fait. Oui, je suis historienne de l'Antiquité. J'ai enseigné pendant 15 ans à l'université et je travaillais sur des problématiques que j'ai reprises en fait dans les deux maisons d'édition que j'ai fondées. C'est la question en fait de l'intime et du politique. C'est la question de la relation entre l'individu et la famille, l'individu et la communauté et le pouvoir. Et ce sont un certain nombre de thématiques que l'on retrouve de tous les temps. Elles sont totalement universelles et elles sont inscrites dans un temps très long. Et en fait, passer euh, d'un métier à l'autre, ça s'est fait un petit peu au travers de ces problématiques. Et créer une maison d'édition, c'était créer un outil qui permette aussi de réfléchir dans le contemporain sur ces questions en s'inscrivant dans un monde qui était un monde ouvert. Donc j'ai créé en 2005 les éditions Galahad, que j'ai dirigées jusqu'en 2017. Et les éditions Emmanuelle Colas existent tout simplement parce que j'ai perdu ma maison d'édition pour des raisons qui sont structurelles aux petites maisons d'édition. La difficulté est liée à ce qu'est une PME, au développement d'une PME, etc. Et quelquefois, eh bien, on perd sa maison. Mais le dénominateur commun entre les deux, c'est moi. Et en fait, j'ai continué mon travail d'une maison à l'autre. Donc, je suis aujourd'hui publié le roman de Djali Amadou Amal, Les Impatientes, s'inscrit dans une démarche que j'ai eue depuis 15 ans. J'ai été l'éditeur dans les dernières années de sa vie d'Édouard Glissant. J'ai publié Hakan Günday, qui était un auteur turc qui était le premier à parler des migrants, de la question des migrants. Quand nous, on n'en parlait pas, il avait écrit un livre en 2013 où à un moment on se posait, même s'il y a toujours eu des migrants en Europe, la question se posait moins. Et nous avons eu le prix Médicis étranger avec Hakan Günday, un texte qui s'appelait Encore, qui posait la question des passeurs et du passage entre l'Orient et l'Occident et tout ce que ça impliquait. Il n'y a pas longtemps, dans la maison d'édition Emmanuelle Colas, j'ai publié Selahattin Demirtas, donc qui est le principal opposant de Erdogan, un des principaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, féministes du Proche-Orient et progressiste, qui est en prison depuis 4 ans. Et le premier livre que j'ai publié de lui s'appelait L'Aurore, et il était consacré aux femmes assassinées et victimes de la violence. Selahattin Demirtas est kurde de Turquie et se posait donc ces questions-là, et c'était dans l'Aurore, chaque nouvelle est dédiée
à une femme. Et c'est une femme, l'héroïne. Donc, d'un livre à l'autre, vous voyez, d'une maison à l'autre, d'un métier à l'autre, en fait, je travaille comme un éditeur qui choisit un outil pour dire le monde et pour réfléchir sur le monde. Je m'inscris dans quelque chose qui est voilà, une réflexion sur le monde, une vision du monde, et peu importe la maison, ce travail voilà, peut continuer puisque malheureusement le monde va très mal et de plus en plus mal. Donc il est très important de toucher du doigt ce qui se passe. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut ajouter, c'est que étant historienne, on aurait pu penser que je publie des essais académiques. Alors, j'ai publié de la narrative non-fiction, mais j'ai choisi plutôt de publier cette fois-ci davantage de littérature. Et c'est par la littérature que nous disons le monde, que nous dénonçons les choses, parce que par la littérature, cela permet d'aborder le contemporain, et notamment sur un monde sur lequel on n'a pas toujours dit les choses, et c'est le cas, par exemple, pour les impatientes, mais c'était le cas aussi pour les autres, quand on parle de quelque chose qui n'a finalement jamais été mis sur le papier, en passant par la littérature, ça permet de donner au lecteur la possibilité d'entrer par des personnages, par une écriture, par une culture, quelle qu'elle soit, et ça permet de réfléchir par soi-même en lisant. Vous voyez, ça donne une ouverture possible pour le lecteur de pouvoir réfléchir par lui-même au travers de personnages, sans lui donner des concepts qu'on n'a pas forcément, etc., et rendre les choses finalement plus difficiles à comprendre ou peut-être trop analysées. Et la littérature, en plus, et surtout, est beaucoup nourrie de l'histoire personnelle de chaque auteur. Et c'est cette alliance entre voilà, l'intime, le politique et l'histoire portée par l'auteur lui-même qui fait, pour moi, qui donne les livres que je publie. Et on peut s'amuser sur les éditions Galahad ou les éditions Emmanuel Colas. On trouvera souvent cette alchimie-là. Et chaque livre est le résultat d'une rencontre. C'est vraiment une rencontre, un coup de cœur. Aujourd'hui, Les Impatientes, pour moi, c'est la rencontre avec un texte, une histoire, un Une femme. sujet. Et évidemment, j'ai voulu rencontrer une femme, et cette femme, vous l'avez là, et donc je vous laisse la découvrir. Voilà. Et justement, par rapport à cela, j'ai vu que le titre avait été modifié. Je crois que la première édition s'appelait Mounial, Les larmes de la patience. Oui. Euh, Par rapport à cela, pourquoi avoir choisi, est-ce que vous avez évidemment choisi ensemble, j'imagine peut-être le titre, pourquoi avoir modifié cet angle de vue et Parce que, l'avoir appelé Les Impatientes? parce que le livre n'est pas le même. Elle vous l'expliquera aussi. Tout simplement, Amal a écrit un livre qui a été publié au Cameroun, qui est distribué en Afrique, et quand qui a eu le prix Orange du livre en Afrique, il a été découvert ainsi. Et quand j'ai eu l'occasion de le publier, ça a été aussi cette rencontre avec Amal où j'ai rencontré un texte, mais en France, nous avons, et je suis un éditeur à l'origine de littérature étrangère, de littérature française aussi, mais moins. Et en fait, et avec la littérature francophone, c'est exactement la même chose que pour la littérature étrangère. Il est très important de voir qu'un texte, il est écrit dans une culture, et quelquefois on cherche un moyen de rencontrer. Mon métier d'éditeur, c'est de faire en sorte que le lecteur rencontre euh,
l'auteur et le texte. Et prenons l'exemple du Québec pour faire plus simple. Quand vous publiez un livre du Québec, vous allez le publier, mais pas, vous allez d'abord l'éditer et vous allez faire un certain nombre de changements. Vous allez faire évoluer la langue pour qu'elle, tout en gardant l'authenticité, bien sûr, mais pour que la langue qui n'est pas la même, parce que je prends l'exemple du Québec pour que où vous savez qu'il y a d'autres façons de dire les choses, d'autres expressions, et quand il y en a trop, ça fait un livre étranger qui ne passe pas forcément vers le lecteur. Donc, j'avais échangé avec Amal et je souhaitais qu'on travaille sur le texte. En plus, en France, nous avons une vraie tradition dans les petites maisons d'editing pour que finalement cette possibilité de faire voyager encore plus un livre qui déjà a été publié, ben on va le faire voyager, oui, mais on va aussi le faire aller encore plus loin. Donc, c'est un nouveau livre. Et pour bien le distinguer, je souhaitais qu'on ne donne pas le même titre. Et moi, je souhaitais que ce soit un titre positif, parce que je me base sur beaucoup de choses extrêmement graves. Mais si je me base sur ces choses graves, c'est que je pense qu'on peut les changer, qu'on peut faire bouger quelque chose. Sinon, si on ne peut pas faire bouger les choses en publiant un texte, finalement, ça ne sert pas tellement à grand-chose de publier un texte, sauf faire plaisir à celui qui raconte, etc. Il faut que ce texte, il trouve son lecteur pour peut-être, c'est une toute petite pierre, mais qui peut-être va faire un petit peu bouger l'édifice, faire changer les choses. Et donc, je voulais un texte dynamique, rebelle. Et il l'est, clairement. Et voilà. Djaïli Amadou Amal, bonsoir. Bonsoir. On va peut-être commencer par, entre guillemets, pitcher le livre. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? On sait que vous avez été marié de force vous-même, très jeune, à 17 ans. Pourquoi avoir voulu porter haut et fort cette cause? Et je rajouterais que si j'étais un lecteur français, un jeune lecteur français de 17 ou de 18 ans, et que je découvrais votre livre, en tant que Français, en tant qu'occidental, je me dirais quelle claque. Parce que je pense que beaucoup ont à apprendre de cette culture, doivent connaître ce qu'il se passe également en Afrique. Et je n'ose imaginer dans quel état un jeune lecteur pourrait découvrir ce qu'il s'y passe réellement à travers votre livre. Alors j'aimerais connaître votre vision par rapport à cela. Eh bien, j'ai simplement raconté ce que vivent des milliers de femmes dans toute la zone du Sahel, les conditions des femmes. Je voulais au départ parler des violences faites aux femmes, qui est quand même un sujet universel, mais en plaçant tout ça dans un milieu sahélien, un milieu que je connais bien, et la cause des femmes dans ce milieu-là n'est vraiment pas, voilà, c'est pratiquement dramatique à mon avis. Et donc, je voulais aborder ce thème des violences faites aux femmes, mais sous plusieurs regards. Le mariage précoce et forcé étant quand même la violence la plus pernicieuse qui soit, puisqu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Le viol conjugal, les violences économiques, les violences physiques, les violences psychologiques, etc. Mais en plus, je voulais articuler tout ça autour des mots que nous entendons sans arrêt dans notre culture, ce qui est la patience, c'est-à-dire munyal en langue peul. Et munyal, qui au départ paraîtrait comme une valeur, est une valeur même de la culture et de la vie, mais à force de l'entendre et à force qu'à chaque circonstance douloureuse de notre vie, on nous répète ce mot-là, je voulais montrer que dans le roman, ce sentiment d'oppression que ressentent les femmes, ce sentiment d'être seule au milieu de toutes les autres, et cette envie de dire tout haut, je suis fatiguée d'être patiente,
J'en ai marre d'écouter ce mot-là et je ne veux plus avoir à le faire. Ce qui, rappelons, dans cette société peut paraître pratiquement pour un blasphème. On va noter que c'est un roman polyphonique, 3 femmes, 3 destins. J'ai beaucoup de mal à vous suivre. Vous m'entendez là, c'est bon? Je vous entends, mais le volume n'est pas très, très bon. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je disais que c'était un roman polyphonique. Justement, est-ce que vous êtes habitué à ce procédé-là, à faire parler plusieurs voix? Je n'ai pas lu encore vos 2 précédents romans, je crois qu'il y en a 2 autres, mais celui-ci est très fort dans sa forme parce que véritablement 3 femmes s'expriment, 2 sœurs qui sont mariées de force. Et le troisième point de vue est donc celui de la Dahada Saharé. Pardonnez-moi mon accent, mais merci. Et qui est donc la première femme, celle qui a tous les droits, entre guillemets, et qui, il y a une double soumission en réalité qui se fait, la soumission par rapport au mari et ensuite la soumission, quasiment, à mon sens, par rapport à cette première femme. Et déjà, par rapport aux 3 voix de femmes, c'est vrai que c'est un style que j'ai aimé déjà la publication de mon premier roman en donnant la parole à plusieurs personnes pour avoir des points de vue différents, mais qui se rejoignent quand même. Et voilà, c'est un style que j'aime et qui me permet vraiment de pouvoir comme je le disais tantôt, montrer plusieurs points de vue. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que dans ce roman-là, on parle de Ramla, qui est la jeune fille qui est mariée de force à un homme qu'elle n'aime pas. Elle est obligée d'accepter, elle subit la pression familiale. Mais en plus de ça, quand elle rentre dans son foyer, on a le regard de cette première épouse, Safira, qui était là, qui est la Dada Sare, vous l'avez bien prononcé. Et cette Dada Sare n'a que 30 ans, mais toute la société lui dit déjà qu'elle est vieille, qu'elle devrait simplement se contenter de sa place de première épouse, de la maman de la maison, celle qui n'est plus... qui ne peut plus séduire le mari, celle qui est là juste pour les enfants et l'organisation de la famille. Donc, il y a 2 femmes qui s'affrontent. Allô? Oui, c'est bon, il faut juste cliquer sur... Oui, d'accord. Voilà, j'ai l'impression qu'elle avait été coupée. Donc, il y a 2 femmes qui ont donc des points de vue totalement opposés. Et Safira, dans le roman, ne veut même pas savoir comment Ramla est là et pourquoi elle est là. Une coépouse n'est pas une sœur. Une coépouse n'est pas une amie. Une coépouse est tout simplement une rivale. Et une coépouse est là pour... prendre votre place selon le regard de la Dada Sahare, mais également pour diminuer l'héritage de vos enfants. Donc, à ce moment-là, on n'est pas du tout prêt à en faire une amie. Et on ne le voit pas d'un bon œil. Et c'est vrai que ce passage-là est extrêmement fort, cette troisième voie, je trouve, et c'est rare de donner la parole. En principe, on donne la parole aux jeunes filles qui sont mariées de force, mais là, c'est un point de vue totalement inédit, à mon sens, et très original. Stéphanie? Oui. Il faut quand même aussi rappeler que c'est ça, c'est ce qui permet aussi de comprendre la polygamie, que c'est toujours une décision unilatérale. C'est jamais la coépouse ou la Dada Sare, la première épouse à qui on va demander la permission. Au contraire, c'est toujours voilà, c'est le mari qui décide, qui impose son choix et cela crée d'autant plus de souffrance pour cette femme-là qui aimait son époux, qui avait une place bien définie dans la société, mais qui au-delà de la peur de perdre son époux, a aussi peur de perdre pratiquement tout ce qui fait sa vie. Elle est là aussi parce qu'elle a des enfants, elle est là parce qu'elle a une place, puisque tant qu'elle n'est pas... mariée ou quand on ne la voit pas comme une femme mariée, pratiquement, elle n'a plus de place dans la société. Et en plus de cela, il y a aussi le côté économique, puisqu'elle a été mariée aussi très tôt, donc elle n'est pas dépendante financièrement.
elle n'est pas indépendante financièrement, donc si elle n'est plus dans son foyer, elle est simplement obligée de rentrer chez ses parents, ce qui en fait donc une autre forme de violence où les femmes sont prêtes à tout pour pouvoir rester dans leur foyer, même si elles en souffrent. Et là, généralement, elles le disent, peu importe ce que je ressens, peu importe la souffrance, du moment que les autres pensent que je suis heureuse, je peux continuer à faire semblant d'être épanouie. Et je pense qu'on reparlera aussi tout à l'heure du côté matérialiste qui est véritablement un sujet du livre. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Stéphanie? Oui, alors j'ai une question. Bonsoir à tous. J'ai une question pour vous. Je n'ai pas encore lu votre roman, mais ça m'intéresse beaucoup, évidemment, la question du féminisme. Et je crois que vous êtes une féministe engagée, vraiment assez active. Et je me demandais quelle était justement la définition du féminisme quand voilà, quand on est africain. Est-ce que ce n'est pas un terme qui est très occidental? Est-ce qu'il n'est pas remis en question justement par les Africains, enfin les différents pays d'Afrique, par les femmes africaines? Et donc, s'il est remis en question, quels sont les nouveaux contours qui sont dessinés et voilà, quelles sont les façons en fait d'être activiste? Voilà, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que le féminisme peut revêtir à certains moments, peut avoir à certains moments une connotation un peu péjorative, et surtout en Afrique où la féminité des femmes est très importante et donc l'image qu'on a du mot et des femmes féministes, c'est plutôt une image de la femme rebelle qui refuse de se soumettre, qui se refuse, qui rejette toutes les traditions, qui rejette toutes les valeurs de la société, qui est dans l'agressivité, etc. Alors qu'en fait, ce que moi je veux défendre et ce que je veux montrer aussi aux autres, ce que être féministe, c'est tout simplement faire avancer la cause des femmes. La cause des femmes, c'est le droit à l'éducation pour les petites filles, c'est le droit à ne pas être mariée précocement, c'est le droit de pouvoir porter plainte quand on est violé, c'est le droit de... voilà, c'est tout simplement le droit d'être une personne qui a autant de droits que les autres personnes dans la société. C'est tout simplement ça. Donc, quand on va sur un bras de fer avec le conjoint ou avec les autres membres de la société ou les hommes de la société, automatiquement, on y va perdant. Parce que tout ce qu'on va recueillir, c'est tout simplement le contraire de ce qu'on cherche. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai une association qui s'appelle Femmes du Sahel. Je travaille beaucoup avec les enfants et avec les femmes. Mais si on va avec beaucoup d'agressivité, le seul résultat qu'on aura, c'est que les hommes vont retirer les petites filles de l'école en se disant on ne veut pas que nos filles deviennent comme elles. Elles vont se rebeller, elles ne vont plus accepter de suivre les traditions, elles ne vont plus. Au contraire, il faut montrer une image positive de l'éducation, une image positive d'une femme instruite, une image positive d'une femme même qu'on dit féministe, parce que c'est tout simplement une femme qui est bien dans sa peau, qui est bien à sa place. Et voilà, en fait, c'est ça. Et donc, c'est une lourde responsabilité parce qu'on est encore dans les fondamentaux. Je pense que pour les Occidentaux, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que nous, les femmes africaines, nous sommes dans une bataille que vous avez menée il y a 100 ans, en fait. Avoir le droit de voter, avoir le droit d'aller à l'école, avoir le droit dans la salle de classe, les mêmes droits que le garçon, etc. Donc, nous sommes dans ces fondamentaux-là. Et si nous essayons de sauter des étapes pour aller directement vers ce nouveau féminisme-là, je pense qu'on aurait absolument tout raté. Et donc, oui, moi, je me définis comme une féministe. Je m'engage même dans mes engagements aussi bien littéraires que associatifs dans le féminisme, mais en faisant quand même attention
pour que en fait je puisse ne pas donner un message qui soit contraire à ce que je veux, c'est-à-dire faire avancer simplement nos droits, faire prendre conscience aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux femmes d'abord et aux hommes de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, et puis faire prendre conscience aux femmes, aux hommes, aux parents qu'il faut qu'ils changent leur manière d'éduquer les enfants, qu'ils donnent autant de chance à la petite fille qu'au garçon, qu'à l'école, les filles aient un peu plus de droits, qu'elles aient plus de toilettes, par exemple, etc. Et puis, nous faisons beaucoup de sensibilisation pour lutter contre le mariage précoce et forcé. Et dans ce genre de lutte, justement, on ne peut pas aller dans l'agressivité. On est obligé de faire très doucement et de faire attention. Parce que si on va, par exemple, une jeune fille, on a une alerte et qu'une jeune fille va être envoyée en mariage, il suffit d'aller dire qu'on va porter plainte, qu'on va se plaindre, qu'on va prendre cette fille-là, qu'on va... Et ensuite, vous en faites quoi? Donc, tout ce qu'on aurait réussi, c'est la détacher complètement de sa famille, alors qu'il n'y a rien après pour pouvoir la prendre en charge. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de maison où elle va être recueillie, où elle sera encadrée, où elle va être... voilà, où on va la prendre en charge. Il n'y a rien de tout cela. C'est pour cela qu'il faut qu'on aille plus sur la médiation. Et c'est la même chose pour les violences physiques, etc. Donc, on est obligé de faire attention à ce mot féministe en tenant compte de nos traditions, de notre environnement, de nos États, et de nos lois et tout simplement de nos réalités. J'ai été un peu long sur la question. Non. Au contraire, Amal, c'était passionnant parce que véritablement, vous donnez de la nuance à certains propos et ça, c'est véritablement très intelligent et très important. Donc, bravo pour ce message plutôt inédit qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, merci. Taëlle ? Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est très émouvant de pouvoir vous entendre en parler ainsi et de nous donner aussi des guides et une façon de voir comment on peut vous aider dans cette cause. Je voulais savoir si c'était la colère qui vous avait poussé à écrire, si vous aviez commencé à écrire, vous poussé par ce sentiment, par ce sujet-là. Et j'avais une autre question qui était, est-ce que vous réussissez à embarquer des hommes dans ce combat ? D'accord, merci beaucoup. Oui. Quand j'ai été mariée à 17 ans, évidemment, j'en ai beaucoup souffert. Je ne pouvais me tourner nulle part pour pouvoir avoir un peu de compassion puisque j'étais dans une société où toutes les femmes étaient mariées très, très jeunes. Et puis, on pouvait même dire que j'avais eu de la chance d'être inscrite à l'école, d'être allée au collège, au lycée avant d'être mariée. Et donc, le fait que moi, je m'indigne de ça, je pense que c'est parce que j'ai été quand même très tôt attirée par la lecture et par le fait de découvrir donc à travers les livres justement un autre univers. Et quand j'ai donc commencé à écrire, j'étais passée par toutes les phases de la dépression, de la boulimie, en passant par les tentatives de fugue, les tentatives de suicide, etc. Et rien ne marchait. Ma famille, bien entendu, ne comprenait toujours pas mon besoin d'évasion et toute cette douleur que je ressentais et que je n'arrivais pas à exprimer. Évidemment, on était né aussi dans une société où les psychologues pratiquement n'existent pas. Et voilà, à un moment, j'ai trouvé le chemin toute seule. Et le chemin, c'était très, très simple. C'était tout simplement un stylo. À l'époque, il n'y avait pas encore des ordinateurs. C'était un stylo et un registre. Je me rappelle très bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce que je ressentais, à dire des choses, à crier ma colère. Et ce premier manuscrit que j'ai mis pratiquement 10 ans à terminer et à peaufiner et à relire et tout ça, je ne l'ai pas encore publié pour la simple raison que justement, je l'ai écrit dans un moment où j'étais hyper en colère contre tout le monde et contre moi-même. Et donc, j'ai trouvé vraiment l'exutoire dans la littérature. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a des hommes qui soutiennent notre cause? Effectivement. Moi, j'ai eu plusieurs réactions, surtout pendant les dédicaces et tout ça,
où les hommes m'ont carrément dit, je ne savais pas vraiment que c'est ce que ressentaient les femmes. Et puis, on a aussi des messages du genre, les hommes qui étaient d'abord contre, qui disent, oui, mais elle va contre les traditions, d'autres qui vont même plus loin en disant que je suis même carrément contre la religion et tout ça. Et puis qui ouvre le livre par hasard et puis qui se disent, tiens, mais c'est ce qu'a vécu ma maman, mais c'est ce que vivent mes sœurs, etc. Et c'est là qu'ils prennent conscience, en fait, de ce qui se passe. Le but, en fait, et là encore, on va revenir aussi un peu sur le combat féministe, c'est que nous ne sommes pas dans une guerre contre les hommes. Nous avons besoin des hommes. Les hommes, ce sont nos pères, nos enfants, etc. Et donc, on ne les déteste pas. Mais ils sont obligés quand même de comprendre que par certaines de leurs attitudes, ils créent énormément de souffrance autour d'eux. Et l'objectif, justement, d'écrire des livres, de sensibiliser, de créer une association, et ça, c'est de leur faire prendre conscience à eux d'abord, je peux même dire d'abord, à eux d'abord, de tout l'enjeu, en fait, et de tout ce qu'ils sont en train de créer pour qu'ils puissent voilà, faire changer les choses. Et puis, j'ai l'habitude de dire, hein, les femmes n'ont pas l'idée du pouvoir qu'elles ont, parce que, après tout, même en Afrique, ce sont quand même les femmes qui éduquent les enfants. Et un garçon, il est éduqué par sa mère. Alors, ce garçon-là, il deviendra l'homme de demain. Et si ce garçon devient un homme qui frappe sur sa femme, qui empêche ses filles d'aller à l'école, qui parle aux femmes n'importe comment, c'est un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère. Nadia? Il faut juste allumer le micro. Voilà, c'est bon, j'y arrive. J'y arrive. Merci Anthony. Merci Madame pour votre participation à ce webinaire. Alors, j'ai lu votre roman et je l'ai absolument adoré. Ah, merci. En fait, je l'avais repéré il y a 2 ans quand vous avez été nominé au prix Orange. Mais à l'époque, il m'était difficile de me procurer une copie parce que je ne pouvais pas, d'ici en fait de France, l'acheter. Alors, étant ancienne journaliste, je suis d'assez près la production des écrivains africains. Et puis, à cet égard, je souhaite vous poser une question sur l'accueil qui a été réservé à votre livre entre l'Afrique et la France. Alors, c'est quand même une première d'avoir une écrivaine talentueuse comme vous pour le prix Goncourt sur un sujet pareil, qui est quand même un sujet d'engagement féministe, comme vous dites, en Afrique. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez noté une différence dans les échos que vous avez eus de la part de votre public africain résident en Afrique et celui français de France? Vous avez certainement fait le tour de beaucoup de librairies au Cameroun, en Afrique, de plateaux ici en France, rencontré du monde dans les 2 continents. Qu'est-ce qui semble étrange ou pas étrange pour les 2 publics? Qu'est-ce qui attire leur attention dans votre livre? Et est-ce que vous avez remarqué que leurs avis, leurs appréciations sont les mêmes ou différentes, ou peut-être qu'elles se rejoignent sur une base commune? Merci. Bon, j'ai commencé à écrire en 2010 et mes sujets portent toujours sur les conditions des femmes. Donc, pour ce roman-là, la première version, Mounial, les larmes de la patience, qui a quand même recueilli voilà, beaucoup de réactions positives, et puis notamment le prix Orange du livre en Afrique. Pour moi, c'était en Afrique et notamment au Cameroun, c'est un processus en fait, c'est un travail quand même qui dure depuis 10 ans où on parle, on sensibilise, même si, voilà, par rapport à mon premier roman qui parle uniquement de polygamie, mais ça rejoint quand même les larmes de la patience. Et donc, là, les gens achètent le livre et ont lu le livre et le commentent surtout par rapport au message en fait qu'il comporte et qui les intéresse à l'histoire, etc. Alors que bon, en France, j'ai pas suffisamment de recul puisque ça fait c'est depuis septembre, donc c'est 4 mois, moins de 4 mois
que le livre est sorti, mais la réaction quand même est assez différente parce que je me rends compte qu'en France, on s'intéresse aussi beaucoup à l'aspect esthétique. Au-delà de l'aspect voilà, de l'histoire, les gens vont aussi sur la qualité littéraire du roman. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que le style est bon? Etc. Donc, j'ai beaucoup de questions sur la forme du livre que sur le fond. Et puis, j'essaie aussi d'insister sur un plan qu'il ne faut pas qu'en lisant ce roman, en Europe, les gens se disent oui, on l'a lu, on a bien aimé, mais on se sent un peu éloigné du sujet. Absolument pas. Quand on parle de violence faite aux femmes, le sujet est universel. Certes, on va se dire oui, mais le mariage précoce et forcé dans le milieu occidental n'existe pratiquement plus. Oui, mais pas forcément, hein, parce que ça peut très, très bien exister et ça peut même être votre voisin, parce qu'avec aujourd'hui la France et les multiculturels, etc., en plus de ça, il y a les autres formes de violence et on ne doit pas être, être complice de ces violences-là. On peut prendre l'exemple de toutes ces femmes et surtout même depuis le début de la pandémie où on compte pratiquement les femmes qui sont tuées par leurs conjoints et tout ça. Donc, sur ce plan-là, le roman rejoint donc une cause qui est universelle à toutes les femmes. Et si j'ai une demande aussi au public occidental, c'est aussi de voir que au-delà de ce qui se passe dans le roman où je parle de l'Afrique subsaharienne, ce sont quand même des histoires de femmes, ce sont des histoires de violences faites aux femmes et le sujet est universel. Donc, pour le moment, pour bien répondre à votre question, je n'ai pas suffisamment de recul pour savoir les vraies différences, mais voilà, peut-être je répondrai à ça dans quelques mois, si on m'invite encore. Thibaut? Bonsoir, c'est un immense plaisir de vous entendre ce soir. Je n'ai pas encore eu le plaisir de lire votre livre, mais croyez-moi, dans la semaine, c'est la première chose que je vais faire. J'ai deux petites questions. Est-ce que pour vous, c'était une réelle nécessité de plaidoyer sur la condition des femmes dans une époque où beaucoup de femmes, justement, plaidoient sur leurs conditions, sur le viol, sur le mariage forcé, que ce soit en Occident et en Orient? Et ma deuxième question se porte plutôt sur l'aspect Goncourt. Est-ce que si vous êtes lauréate demain, ce que j'espère, on le souhaite, est-ce que vous espérez que ça amène des femmes à parler de leur vécu ou de leur histoire pour justement sensibiliser eh bien, les lecteurs et avec une extension, le monde en fait? Merci. Voilà, je pense que le sujet des violences faites aux femmes, en réalité, on va encore continuer à écrire et à écrire sur ce sujet-là, à faire des films, etc., parce que ça existe dans nos sociétés et ça existe toujours. Et j'ai même l'impression que ça s'aggrave, en fait. Et donc, tant qu'il y aura ce problème-là, on va continuer à en parler. Et c'est très, très important d'en parler, justement, pour faire prendre conscience aux uns et aux autres de la gravité du sujet. Est-ce que le Goncourt pourrait changer quelque chose? Oui, certainement. Pour moi, ça va changer énormément les choses, aussi bien sur le plan de la littérature que sur le plan du plaidoyer de la société civile. Sur le plan littéraire, je suis un auteur africain vivant sur le continent africain. C'est la première fois, si je l'obtiens, qu'un auteur de l'Afrique subsaharienne l'obtiendra, surtout qui vit dans le continent. C'est un message hyper important que les jeunes auront, de se dire qu'en réalité, tous les messages où on a ces auteurs africains qui vivent en Europe et qui reviennent et qui nous disent que tant qu'on n'est pas parti, tant qu'on ne part pas, qu'on ne s'exile pas, on ne va jamais réussir. Eh bien, voilà la preuve qu'on peut vivre chez nous, travailler chez nous, mais quand même réussir, se faire remarquer par des éditeurs formidables comme Emmanuel et être porté et être reconnu
dans le monde entier. Donc ça, c'est d'abord le premier message pour les jeunes. Et ce concours-là, il aidera ces jeunes écrivains qui font un travail formidable en Afrique, qui travaillent avec les enfants aussi, font des ateliers d'écriture, animent la vie culturelle dans nos pays, en Afrique, qu'ils sachent que ce qu'ils font, c'est important et qu'ils peuvent y arriver. Donc ça, c'est d'abord le message d'espoir. L'autre côté que le concours va changer, évidemment, c'est le message sur les femmes. Si moi, je suis arrivée, étant mariée à 17 ans, on m'avait empêché d'aller à l'école et tout ça, mais je suis quand même arrivée à écrire des livres portés par mes propres filles parce que je ne voulais pas de l'avenir qu'on leur réservait. Et c'est pour cela que ça m'a encouragée à écrire. Si on a ce concours-là, c'est la preuve et la meilleure façon de montrer à toutes les jeunes filles que si moi, je suis arrivée, étant une de leurs, elles peuvent aussi y arriver. Et ça, même si on n'a pas le concours, je pense que ce message est déjà quand même passé parce qu'être finaliste aussi et avoir publié son livre en France et avoir autant d'échos positifs, ça c'est aussi quelque chose de bien. Mais le concours nous permettrait de faire un meilleur plaidoyer dans les plus hautes institutions pour que la condition et les lois puissent évoluer en faveur des droits des femmes. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Si jamais j'avais le concours, ça me permettrait, en tant que lauréat du prix concours, d'aller à l'Assemblée nationale et de dire ce qui ne va pas dans nos lois. C'est un exemple. Merci. Rita? Ah, on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Je passe la parole à Amandine en attendant. Bonsoir, merci beaucoup pour votre discours, Amal. C'est vraiment très, très émouvant. Moi, je voulais vous poser une question. Vous parlez de violence dans ce livre et je me demandais comment vous avez dû vous poser la question de comment parler de ce sujet parce que c'est très difficile de savoir par quel angle en parler et comment faire pour que ça touche le plus de personnes possible. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de ça. Comment vous avez construit le livre. Comment parler des violences, c'est ça? Et comment parler de ce sujet et comment vous avez décidé de l'aborder dans votre livre? Est-ce que voilà, vous êtes dit pour toucher le plus de personnes, il faut que je l'aborde de telle manière? Eh bien, déjà, pour pouvoir parler des violences, il faut déjà faire un travail sur soi et arriver à la conclusion que si j'ai été mariée précocement, si j'ai été violée, si on me frappe, si on m'impose une épouse, etc., ce n'est absolument pas de ma faute. Donc, ça, c'est le premier point. Et pour ma part, j'ai eu le courage de donner mon premier manuscrit à lire et d'avoir fait tous les efforts, le réécrire et tout ça pour qu'il puisse être publié pour une première raison, c'est qu'au-delà de moi et de mon envie d'être écrivain, bien sûr, il y avait mes filles. J'ai 2 filles. Si je n'avais rien fait à 14 ans, elles seraient envoyées en mariage comme leur demi-sœur. Et donc, je ne pouvais qu'être non seulement motivée, mais en plus, c'était au-delà d'un besoin, c'était une nécessité absolue de pouvoir donc parler de ces sujets-là et d'être une voix suffisamment forte pour que le jour où mes filles seraient adolescentes, que je puisse justement avoir cette voix-là pour dire non. Donc ça, moi, ça a été ma motivation personnelle. Mais je pense que pour toutes les autres femmes, que ce soit par le biais de la littérature ou même du théâtre, ou même simplement entre amis, rester et parler, pouvoir parler de violence et pouvoir avouer que oui, mon conjoint m'a giflé, que oui, se passe pour moi, parce que généralement, les femmes se cachent. Elles se cachent parce que la société leur montre qu'elles sont en fait, non pas des victimes, mais des accusés pratiquement. Parce que la première question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez fait à cet homme-là pour qu'il vous frappe? Ou bien est-ce que c'est parce que vous vous êtes mal comporté, ou bien c'est une seule fois, ça peut arriver et tout ça. Donc, il faut pouvoir prendre ce courage-là de parler. Mais au-delà de ça, il faut arrêter d'être des complices de violence. Nous toutes,
je ne sais pas combien d'entre nous ont déjà vu une amie se faire violenter, mais on s'est dit ce ne sont pas nos affaires. Ou même une voisine, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison d'à côté, dans l'appartement d'à côté, mais on se dit ce ne sont pas nos affaires, alors que c'est une affaire de tous et de toutes. Donc, il faut que tout le monde prenne conscience qu'il y a un problème, que tout le monde fasse attention, et ça, je le disais d'ailleurs aux lycéens, qu'ils doivent faire attention à leurs camarades de classe, savoir demander à son camarade, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Et savoir l'accompagner pour qu'il puisse dénoncer ou bien même prendre les devants par rapport à ce genre de choses. C'est très, très important et il faut qu'on s'y mette toutes et tous. Et tous, en effet, oui. Anne? Bonjour madame, merci pour vos mots d'auteur et puis vos mots de mère, parce que c'est en tant que mère de fille également, j'entends vraiment ce que vous dites, et aussi merci de nous secouer, parce que vous avez raison, on en a tous besoin. Je voulais juste revenir sur le titre du livre, Les Impatientes, et Emmanuel Colas, vous avez précisé que c'était un titre positif. Et tout à l'heure, en parlant, vous avez évoqué le fait qu'on dise aux jeunes filles qui subissaient un mariage précoce, sois patiente, attends, sois patiente. Mais patiente pourquoi? Quelle est la promesse finalement? S'il n'y a pas de révolte de la part de cette jeune fille, pourquoi leur demander d'être patiente? Pour arriver à quoi? Ça m'intéresse de savoir pourquoi on leur dit ça. Ça veut dire qu'on suppose que leur situation n'est pas enviable ou n'est pas idéale ou est même atroce, mais on leur demande d'attendre, et d'attendre quoi? En fait, dans le roman et dans la société elle-même en général, ce mot-là, il accompagne pratiquement tous les autres. C'est-à-dire que quand une jeune fille, par exemple, est en train de se marier, on lui dit toujours, on lui donne des conseils, les conseils d'usage. C'est comme ça qu'on a appelé ça dans le roman. Et dans ces conseils d'usage, on lui démontre tout simplement qu'elle a tous les devoirs et qu'elle n'a aucun droit. Si le mariage est une réussite, ça sera parce qu'elle a pu être patiente, c'est parce qu'elle a su faire passer le bonheur de son époux puis de ses enfants avant le sien. Et donc, la patience en ce moment-là paraît comme une valeur. C'est pour cela que dans la première version du livre, l'idée pour moi, c'était de mettre d'abord le titre en langue peul, parce que ça, j'ai toujours fait ça pour mes livres publiés au Cameroun, dans l'idée de la promotion de la langue d'abord, mais ensuite de dire les larmes de la patience, c'est-à-dire que même cette patience-là est fatiguée et qu'elle coule des larmes. En fait, ça, c'était dans mon idée. Mais Emmanuel Colas, quand j'ai retravaillé le texte avec elle, elle m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'en réalité, tous tes personnages sont rebelles? En ce moment-là, j'ai fait ça. Ah bon? Oui, je sais que la première, je l'ai fait, voilà, elle est partie, elle s'est rebellée. La deuxième s'est battue. Elle me dit, oui, mais regarde, la première s'est enfuie, c'est une forme de courage. Et la deuxième s'est pratiquement réfugiée dans la folie, ce qui est aussi une forme de fuite et de courage, parce qu'elle ne trouvait de solution nulle part, mais comme elle ne voulait absolument pas rentrer dans ce qu'on attend d'elle, elle s'est réfugiée dans la folie tout simplement. Et la troisième, elle s'est battue comme une lionne pour pouvoir maintenir sa place. Pas pour l'amour de l'homme, pas pour faire du mal ou pour ses enfants, ça va au-delà, c'est pour pouvoir garder sa place dans la société, se battre pour ses enfants et tout ça. Donc, on se rend immédiatement compte que ce sont des femmes qui suivent ces conseils-là, mais qui ont quand même envie et besoin d'aller plus loin, de se révolter contre ce qu'on attend d'elles, voilà, d'être rebelles, mais qui se sentent quand même oppressées partout. Dans le cas du mariage précoce et forcé que j'essaie de décrire pour Ramla et Hindu, les deux premières héroïnes, le mariage précoce et forcé se passe toujours par la persuasion et par le chantage affectif. C'est jamais par la force, en fait. Vous avez tous les membres de la société que vous aimez, votre maman, votre tante, votre grand-mère, vos grands-sœurs, etc. Et puis votre papa et tout ça qui vous demandent. Par la persuasion, il vous dit tout d'abord que c'est pour votre bien.
Parce que, et en plus de ça, ils le pensent. Ils ne le disent pas par méchanceté, ils ne le font pas par méchanceté. Il faut aller dans le sens où tous les parents aiment leurs enfants. Donc, ils disent à la jeune fille d'accepter le choix qu'eux, ils ont fait pour son bien à elle. Ensuite, si elle se rebelle un tout petit peu, on lui dit, c'est par, excusez-moi, donc c'est par, comment dire, que c'est, on lui fait un chantage affectif en fait. Si tu refuses, tu veux me faire honte, pense à tes petits frères, pense à moi, ce genre de choses. Et puis ensuite, on a beaucoup de proverbes et de citations, parce que nous, on parle aussi beaucoup comme ça, dans notre façon voilà, de nous exprimer. Il y a toujours des proverbes pour accompagner ce qu'on dit. Et les gens vont dire, par exemple, on vous dire dans des moments de souffrance que c'est lors d'une difficulté qu'on dit à une personne supporte. Donc, la patience, en réalité, toute la vie d'une femme est censée être que patience, parce qu'elle doit faire une abnégation d'elle-même pour pouvoir correspondre à un idéal de la société, s'oublier pour le bonheur des autres, s'oublier pour faire honneur à son père, s'oublier pour faire plaisir à sa mère, s'oublier pour le bonheur de son mari et évidemment pour ses futurs enfants. Donc, ce mot patience, en réalité, c'est une valeur, c'est un conseil, mais ça va au-delà de ça, c'est une injonction. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais il faut aussi, pour bien comprendre le mot mounial et le mot patience dans le texte, il faut lire le roman. Et là, on comprend aussi ce que ces femmes ressentent et pourquoi on leur dit ce conseil-là et à quel point ça peut être lourd d'accepter ce conseil, mais également lourd de dire qu'on refuse de l'accepter. Parce que c'est aussi une question d'environnement, de style de vie, de religion, etc. Rita? Oui, bonsoir. Vous arrivez à m'entendre? C'est bon, parfait. Alors, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, Amal, moi, j'ai lu votre livre. Alors, c'est fort, c'est puissant, c'est totalement captivant. Je me suis retrouvée face à cette souffrance malheureusement extrême de toutes ces femmes. Je pourrais dire ces 3 femmes, mais j'irais jusqu'à dire toutes ces femmes qui les entourent parce qu'elles sont nombreuses et il y a les amis, les mamans, enfin toutes qui souffrent énormément. Et puis, je me suis retrouvée aussi face à cette violence de l'homme tout puissant, malheureusement. Alors, moi, je dirais vos mots sont d'une justesse incroyable. Alors, merci, un grand merci pour ce livre et un grand merci aussi pour votre présence ce soir qui nous fait tous plaisir. Alors, du coup, ma question, elle vient en complément aux questions qui ont été posées précédemment. Je reviens un petit peu sur les échos suite à la publication de votre livre, et d'ailleurs que ce soit la première ou celle-ci avec Emmanuel. Alors, je pense aux échos, moi personnellement, des femmes plutôt touchées de près ou de loin par cette violence. Alors, moi, ma question est pour être encore plus précise, je dirais en fait, est-ce que ce livre arrive à atteindre ces milieux où la femme est vraiment touchée par cette violence, des femmes en fait qui partagent peut-être cette révolte, ou surtout en fait des femmes qui ferment les yeux et qui acceptent la condition malheureusement sans lever la voix et en croyant en fait que c'est la norme malheureusement. Donc moi j'aimerais juste savoir si ce livre arrive à atteindre ces milieux, si vous avez des échos par rapport à ça, si vous êtes en contact avec des associations qui œuvrent pour passer le message à des femmes qui savent lire ou qui ne le savent pas, donc peu importe en fait dans les 2 cas. En fait, j'ai envie juste de penser et de croire surtout fort que les mots ont encore un pouvoir énorme en fait sur la condition. Et j'ai envie de croire que ce livre arrive à atteindre ces milieux pour changer cette condition. D'où cette question. Non, merci. Donc, j'ai aussi ressenti une frustration quand j'ai publié mon premier roman, de me dire que, mais finalement, bien sûr, quand on écrit un roman, il ne s'adresse pas qu'à une partie de la population, il s'adresse évidemment à tout le monde. Mais c'était frustrant quand même de se dire que les personnes en réalité qui vivent ça
sont dans un milieu où généralement, elles ne savent pas lire. Et comme elles ne savent pas lire, elles ne peuvent pas lire ce livre-là. Même si, bon, elles en entendent parler, tout ça. Et c'est pour cela qu'autour du livre, à la publication de mon premier roman, surtout, j'ai fait beaucoup d'émissions en langue peul, que ça puisse atteindre des femmes, surtout des personnes qui ne savent pas lire, mais qui s'intéressent quand même à ce qui se passe. Nous travaillons également avec l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment ma grande sœur Aïssa Toutoumara, qui a eu le prix Simone Veil. C'est une association avec laquelle j'ai toujours travaillé bien avant la publication de mon premier roman. Et évidemment, à la publication, elle était tellement contente aussi parce que voilà, enfin, des livres, des supports, non seulement pour les autorités, pour qu'on puisse trouver des solutions et qu'on puisse bien comprendre les traditions autour, faire du copier-coller sur ce qui se passe ailleurs. On est obligé de tenir compte des réalités sur le terrain pour pouvoir apporter une solution adaptée. Et ça, pour la première fois, le fait qu'une femme de cette communauté puisse s'adresser, puisse parler, ça change quand même les choses parce qu'il y a un message. On sait ce qui se passe à l'intérieur de ces maisons, de ces arrêts, comme on dit. Et puis, donc, il y a ce côté-là. Et puis, l'autre côté, c'est aussi que pour améliorer en réalité la condition des femmes, même si on passe par le biais de la littérature pour le faire, en touchant les femmes qui sont victimes, en réalité, on leur fait simplement comprendre qu'on comprend ce qu'elles ressentent, mais ça n'apporte pas une vraie solution. La vraie solution, c'est de pouvoir toucher les pouvoirs publics, c'est de pouvoir toucher là-haut, à ceux qui prennent les décisions, en fait, de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et donc, pour ça, en réalité, c'est pas les personnes qui sont des victimes qui peuvent aider, mais les personnes justement les plus haut placées, comme je le disais tantôt, avec si jamais on avait le prix Goncourt, à quel point ça peut être formidable de pouvoir faire un vrai plaidoyer dans les institutions où il faut pour que les femmes qui ne savent même pas lire puissent voir évoluer leurs conditions de vie. Donc, et puis après, quand il y a un livre, évidemment, puisque tout commence par la littérature, quand il y a un livre, on peut en faire des films, on peut en faire des séries, on peut en faire des pièces de théâtre, on peut discuter autour, faire de la sensibilisation, faire des causeries éducatives, etc. Donc, voilà, je pense que même si ce n'est pas de façon directe, ça arrive quand même, le message arrive quand même aux personnes, voilà, intéressées. Avant de poser la dernière question, on va vous libérer ensuite, Amal. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous juste 3-4 secondes. 3, 2, 1. Ceux qui ont le livre, mettez-le en avant, ce serait super. Voilà, parfait. 3, 2, 1. Top, super, merci. Alors, il reste 3 questions. J'aimerais que vous les posiez toutes à la suite et que Amal puisse y répondre comme elle peut, parce qu'il y aura 3 questions. Donc, il y a Isabelle, Taël et Karine. Isabelle, si tu veux bien commencer, essayez de les poser plutôt rapidement pour qu'on puisse libérer Amal après. Je vais faire très vite. Bonjour, merci beaucoup pour cette rencontre et on vous souhaite plein de bonheur pour demain, évidemment, on est tous derrière vous. Merci. Est-ce que juste vous avez senti un besoin d'être obligé de vous déchirer de votre culture? Est-ce que ça a été un déchirement culturel de mener ces actions ou est-ce que vous arrivez bien à combiner en fait à la fois, est-ce que vous arrivez à intégrer votre féminisme dans votre culture? Voilà, c'est ma question. Eh bien, pour ça, pas du tout. Je suis, comment dire, une bonne peule qui respecte le poulain, c'est-à-dire le code de valeurs qui régissent la société, enfin, qui respecte les codes positifs de la valeur, parce que, évidemment, les sujets dont je parle normalement, c'est des sujets tabous dans notre société, parce que ça va à l'encontre du CMTD, c'est-à-dire de la pudeur. Puisqu'on ne doit pas dire ses souffrances, on ne doit pas
parler de certains sujets comme la sexualité, le viol et tout ça. Bon, mais n'empêche quand même que je suis quelqu'un de très attaché à sa culture. Je ne me sens pas, même si je transgresse les règles, on peut dire ça comme ça, de certaines de ces valeurs-là, je me sens quand même toujours une fille de ma communauté. Je sais que je le fais pour la bonne cause. Et aujourd'hui, avant d'être Pearl ou d'être je ne sais quoi, on est d'abord des enfants du monde. On vit dans notre siècle avec les réseaux sociaux, avec les télévisions connectées sur le monde et tout ça. Donc, on est d'abord des personnes qui vivent dans notre siècle. Et ensuite de ça, on a nos traditions et tout ça. Et je pense que tout ça va de pair. Et ça, c'est ce que si je veux montrer aux parents, pour les encourager à envoyer les filles à l'école, c'est de se dire que, mais regardez-moi en réalité, voyez, nous sommes en plein hiver à Paris, mais je me promène quand même en robe wax. Donc, un peu pour, voilà, pour montrer que c'est ma culture, j'en suis fière, ça fait plaisir et je ne me sens pas du tout déchirée en fait parce que je ne pense pas que ça soit contradictoire. Donc, et je ne veux pas qu'on le ressente comme ça. Je veux tout simplement qu'on se dise que l'éducation, le droit des femmes, les violences, la non-violence faite aux femmes, etc., c'est des droits universels. Tout le monde en a droit et on n'a pas à faire de choix par rapport à ça. Si une tradition dit, et d'ailleurs la tradition ne dit même pas qu'il faut ne pas inscrire les enfants à l'école ou bien marginaliser les filles, ça c'est plutôt un aspect, comment dire, c'est plutôt une mauvaise interprétation des textes religieux venus avec un islam extrémiste. Et la pauvreté, le terrorisme, le problème environnemental et autres qui ont aggravé la condition des femmes dans le Sahel. Et ça n'a absolument... on n'a pas à faire un choix entre vivre dans son siècle, être moderne et respecter quand même ses traditions. Karine et Taël juste après, comme ça Amal pourra répondre aux deux questions en même temps. Bonsoir Amal. Avant tout, je voulais vous exprimer mon grand respect pour vos combats et vos messages et vous dire quelle émotion vous nous procurez quand on vous écoute. Merci. Sinon, j'avais deux questions qui sont liées. La première, je vous ai encore malheureusement pas lu, mais ça va être fait très vite. La première, comment réagit votre entourage très proche par rapport à votre texte? Et la deuxième, à quel âge vous avez parlé à vos filles des violences faites aux femmes et de quelle manière, s'il vous plaît? Et Taël? Eh bien, mon entourage très proche, déjà, tout ça, je vais encore revenir sur le premier roman il y a 10 ans, où les gens sont passés de la sidération, quelques-uns de l'indignation, et d'autres de la fierté. Et pour la majorité, c'était les deux à la fois. Ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils soient hyper fiers de moi ou hyper déçus du fait que je parle de ce dont il ne faut absolument pas parler. Mais j'ai quand même, mon entourage très, très proche, ma mère, mes frères, mes sœurs m'encouragent, sont fiers de moi, sont d'autant plus fiers qu'ils voient aussi aujourd'hui tout ce que je fais, à quel point les gens m'encouragent et tout, et se rendent compte que finalement, ce qu'elle fait, c'était important, c'est intéressant et tout. Et donc, il y a ça. Et puis, là, j'ai aussi la chance, après la publication de mon premier roman, de m'être remariée à quelqu'un d'absolument formidable qui comprend l'importance de ce que je fais, qui est un homme féministe. et voilà, donc à quel âge j'ai commencé à en parler avec mes filles? Je pense que je leur en ai... Elles sont conscientes en fait, hein, elles en sont conscientes dès le plus jeune âge parce qu'elles m'ont vue frappée par leur père. Elles ont vu ma coépouse frappée, battue, marginalisée, oppressée, chassée. Elles-mêmes, elles l'ont été aussi. Mais le plus important, c'est qu'elles aient compris après, c'est-à-dire vers 13 ans, 14 ans, l'importance de publier. Au départ, elles étaient contentes, maman a publié un roman, mais elles étaient aussi en même temps, elles ressentaient une frustration parce que j'étais partie, leur père les avait
kidnappés quand je suis partie et je suis restée pratiquement 2 ans sans les voir, malgré toutes les batailles et tout ça. Évidemment, on est dans un milieu, dans un milieu africain où, comme on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure et que la personne la plus riche a toujours raison, même devant les lois. Mais elles ont maintenant compris, surtout à partir de 14-15 ans, elles ont compris que finalement, le fait que je sois partie, c'était pour elles. Même si on a été séparés, c'est pour qu'elles puissent ne pas vivre des choses pires. Mieux valait qu'on se sépare 2 ou 3 ans, mais qu'ensuite, elles puissent ne pas être mariées de force, etc. Donc, à partir de 14-15 ans, je pense qu'elles avaient commencé à prendre conscience et tout ça. Et plus maintenant aussi, quand elles voient avec ce prix Goncourt, toute la presse, tout ce qu'on a eu à faire et tout ce que j'ai dit aussi par rapport à ça, elles ont encore mieux compris à quel point c'était important, tous ces messages de sensibilisation, tout ce roman, etc. Et je suis absolument fière d'elles. Aujourd'hui, elles ont 19 ans et 20 ans. Elles sont toutes les deux à l'université. Elles ne sont pas mariées. Elles ont compris. Je leur ai dit, écoutez les filles, vous êtes dans une société où les filles se marient à 14-15 ans. Continuez vos études. Soyez des jeunes filles épanouies. Profitez de vos années de l'université. Choisissez. Voilà, ayez des amis et tout ça, et puis ne vous sentez absolument pas obligé de vous choisir, influencé parmi les nombreux prétendants que vous avez. Au contraire, vivez votre vie, faites des expériences, faites des stages, terminez vos études et le reste viendra après. Elles ont très bien compris le message et ça me rend extrêmement fière de ce que je fais parce que pour moi, le but est atteint, mais ça me donne aussi, ça me booste pour que finalement, toutes les autres filles puissent suivre ça. Et par exemple, avec l'association, on a commencé en 2013 à parrainer des filles. Il y a des enfants que moi, personnellement, je suis allée dans les villages pour ressortir dans les maisons, obligée pratiquement aller avec la douceur et tout ça, quelquefois même avec des blagues, et obliger les parents à les inscrire. Et moi, je m'engageais, je dis oui, mais écoutez, tout ce que vous avez, c'est les laisser aller à l'école. Moi, je prends en charge toute la scolarité. On a comme ça entre 300 et 400 filles parrainées chaque année par l'association. Mais aujourd'hui, quand on voit que c'est devenu des petits-enfants, c'est devenu des jeunes filles qui sont déjà au collège, qui s'épanouissent. On a bien sûr eu parmi elles des déperditions scolaires, des filles qui ont été mariées et tout ça, mais on a quand même aussi des résultats, et ces résultats-là, tout ça, c'est un travail qui est fait et qui nous permet justement, nous donne le courage d'avancer. Et moi, ça me donne aussi le courage d'avancer aussi dans la littérature, de continuer à témoigner, de continuer à écrire, de continuer, voilà, à dire les choses. Alors Taëlle, tu as le privilège et l'honneur de poser la dernière question à la future lauréate du Goncourt. On croise tous les doigts. C'est à toi, Taëlle. Merci beaucoup. Effectivement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On est de tout cœur avec vous. Je voulais savoir si vous aviez la foi et si votre foi avait changé depuis que ce livre était édité. Si j'avais la foi. La foi? Oui. Je suis une musulmane. Je pratique ma religion, évidemment. Une religion, comment dire, je pratique ma religion avec justement ceux qui la pratiquent bien, pas les, voilà, pas les gens qui commencent à nous raconter n'importe quoi et qui veulent nous réinventer l'islam. Moi, je pratique un islam, je ne dirais pas modéré, non. Il n'y a pas d'islam modéré ou extrémiste. Il y a l'islam tout simplement. Ceux qui sont extrémistes ou autres, ce ne sont pas des musulmans. Moi, je ne les reconnais pas comme tels. Donc, voilà, moi, je pratique un islam que m'a appris mon père, qui m'a inscrit à l'école, qui m'a demandé, qui m'a accompagné à l'église pour que j'aille chercher des livres pour lire, parce que c'était le seul endroit où il y avait des livres et qui est devenu super ami avec le prêtre et qui discutait pendant des heures. Et voilà, ce que je veux, c'est ça. Donc, ma foi, en réalité, je ne me sens pas
je ne me dis pas que ce que je dis, c'est contre l'islam ou contre voilà, la religion ou que je vais à l'encontre de mes croyances. Au contraire, justement, tout ce que je raconte dans le roman, c'est pour que aussi faire prendre conscience aux gens que l'islam dont on entend parler quelquefois dans les médias et autres, dont on entend voilà, tous ces messages négatifs, ce n'est absolument pas l'islam. Merci Amal. Alors il est temps de nous quitter. Désolé d'avoir un petit peu dépassé Amal, mais c'était très dur de vous arrêter. Et j'ai tout fait pour, mais je n'y suis pas arrivé. Alors merci Emmanuel, merci Amal de nous avoir fait ce cadeau-là. Si par hasard vous n'obtenez pas le prix Goncourt demain, en tout cas vous avez celui de notre cœur. Et ça c'est une évidence. Vous nous avez conquis ce soir et ça a été d'une facilité déconcertante. Dès vos premiers mots, on vous a déjà adopté. Alors, merci infiniment déjà pour votre roman, parce que votre roman est extrêmement puissant et j'espère qu'il réveillera les consciences. Mais en tout cas, force et honneur pour vous demain. On espère de tout cœur que vous détiendrez ce prix-là. Et ce serait aussi une très belle chose pour Emmanuel Colas, qui, avec sa maison, aurait sûrement une autre visibilité et ce serait merveilleux. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Et merci à vous, Amal. Merci à tout le monde pour toutes ces belles questions, pour cette attention. J'ai beaucoup aimé l'échange. J'espère que nous pourrions, voilà, à un moment plus calme, voilà, refaire les choses comme il faut. Et puis, n'oubliez pas de recommander les livres à tous vos amis et tout, et puis de croiser les doigts des mains et puis même les orteils et tout ça pour demain. Ce sera fait, bien sûr, Amal. Et on vous souhaite bon courage et reposez-vous bien pour demain. On espère que ce sera une journée chargée. Ce sera bon signe si ça l'est. Merci à tous. Au revoir tout le monde et merci Emmanuel. Et on remercie Estelle Roche aussi qui a permis cela pour faire le lien. Donc merci à toutes les trois. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous.